Il existe dans tout parcours d'apprentissage un moment précis, souvent difficile à nommer, où quelque chose bascule. On ne se contente plus d'apprendre. On commence à créer. Ce passage de l'apprenti au créateur est au cœur de ce que Robert Greene appelle la phase créative active. C'est un moment charnière, délicat, exigeant. Et comprendre ce qu'il implique réellement peut changer profondément la façon dont on aborde son propre développement. Car la créativité dont il est question ici n'a rien de romantique. Elle n'est pas ce souffle mystérieux qui s'empare de l'artiste inspiré. Elle est le résultat d'un processus rigoureux, méthodique, construit sur des années d'accumulation et d'intériorisation. L'originalité véritable n'est pas un point de départ, c'est un aboutissement. Durant la phase d'apprentissage, l'individu observe, reproduit, assimile. Il se conforme aux modèles existants pour comprendre les règles fondamentales de son domaine. Cette étape est indispensable. Elle forge la technique, installe les réflexes, construit la compréhension. Mais elle ne peut pas durer indéfiniment. À un certain moment, une tension apparaît. Une sorte d'inconfort intérieur qui murmure « Je ne veux plus seulement reproduire. Je veux transformer. Je veux créer quelque chose qui m'appartient. » C'est cette tension-là qui marque l'entrée dans la phase créative active. Elle ne doit pas être étouffée, elle doit être écoutée. Greene insiste sur un double écueil. D'un côté, vouloir créer trop tôt, avant d'avoir suffisamment appris, mène à une créativité superficielle, sans fondation solide, qui sonne creux. De l'autre, rester trop longtemps dans l'imitation conduit à la stagnation. L'individu devient techniquement compétent, mais incapable d'innover. Il sait faire, mais il ne sait plus ou n'a jamais appris à créer. Ce qui rend possible l'émergence d'une voix personnelle, c'est un phénomène que l'on pourrait appeler l'intériorisation. Au fil de l'apprentissage, les informations cessent d'être fragmentées. Elles s'organisent, se structurent, forment des schémas cohérents. Et progressivement, nous n'avons plus besoin de penser consciemment à chaque règle, elle est intégrée, naturalisée, devenue réflexe. C'est dans cet espace libéré que la voix personnelle peut enfin émerger. Elle n'est pas une invention artificielle, construite de toutes pièces. Elle est la combinaison unique de toutes les expériences traversées, de toutes les influences intégrées, de tous les échecs et de toutes les réussites vécues. Elle est, en quelque sorte, la somme de tout ce que l'on a été en train de devenir. L'intuition joue ici un rôle central. On l'imagine souvent irrationnelle, capricieuse, mystérieuse. Mais c'est une erreur. L'intuition est de l'expérience compressée. Elle est le résultat d'une accumulation massive de situations vécues, digérées, transformées en réflexes. Dans la phase créative, elle guide les choix, oriente les expérimentations, permet d'explorer des pistes nouvelles avec une rapidité et une pertinence qu'aucune analyse consciente ne pourrait égaler à elle seule. Il existe un mythe tenace, celui du génie créateur qui surgirait de nulle part, produisant ex nihilo une œuvre absolument originale. Ce mythe est une illusion. Toute innovation, aussi révolutionnaire soit-elle, repose sur des éléments préexistants. La créativité ne crée pas, elle recombine. Elle associe des domaines que personne n'avait pensé à rapprocher. Elle transforme un concept existant, l'adapte à un nouveau contexte, lui donne une nouvelle signification. C'est précisément pourquoi la diversité des influences est si précieuse. Plus nous explorons d'autres disciplines, d'autres cultures, d'autres perspectives, plus nous multiplions les connexions possibles. La créativité naît souvent à l'intersection de domaines distincts, à la frontière entre deux mondes qui, au premier regard, semblaient n'avoir rien à se dire. Élargir ses horizons, c'est enrichir sa capacité à innover. La création ne se passe pas uniquement dans la tête. Elle implique de passer à l'acte, d'expérimenter, d'essayer, de rater, d'ajuster, de recommencer. Toutes les idées ne fonctionnent pas et c'est précisément pour cela que l'expérimentation est au cœur de la phase créative. L'échec n'est pas une défaite. C'est un outil d'apprentissage. Chaque tentative, qu'elle réussisse ou échoue, apporte des informations précieuses et rapproche à sa façon de ce que l'on cherche à produire. La créativité exige un équilibre subtil, suffisamment de liberté pour explorer, suffisamment de structure pour ne pas se disperser. L'individu doit apprendre à naviguer entre ces deux pôles, la disciplinarité de l'apprentissage et la liberté propre à la création. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Trop de rigidité étouffe l'invention. Trop de liberté dilue l'effort. La phase créative s'accompagne presque toujours de résistance interne. La peur de l'échec. La peur du jugement. Ce sentiment diffus et paralysant d'illégitimité, qui suis-je pour créer quelque chose de nouveau? Pour prétendre avoir quelque chose à dire? Ces doutes sont d'autant plus forts que l'on sort des cadres connus, que l'on s'aventure en territoire inconnu. Et ils peuvent, si on les laisse s'installer, paralyser complètement l'action. Comment avancer malgré tout?
En acceptant l'imperfection. En produisant régulièrement, même quand on doute. En se concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat. La créativité n'est pas un état permanent dans lequel on entre et on reste, c'est une pratique. Une habitude. Quelque chose que l'on cultive jour après jour, avec constance et patience. Travailler quotidiennement, c'est maintenir l'élan, affiner les idées, progresser de manière constante, même quand les avancées semblent minimes. La créativité ne se limite pas à une activité intérieure. Elle doit, à un moment donné, se confronter au réel. Présenter ses travaux. Recevoir des retours. Ajuster ses productions. Cette confrontation avec le monde extérieur est indispensable, elle permet de dépasser une vision trop subjective, de voir ses angles morts, d'éprouver ses idées face à des regards extérieurs. Recevoir des critiques, cependant, exige un équilibre délicat. Il faut être suffisamment ouvert pour intégrer les retours constructifs, et suffisamment solide pour préserver sa vision personnelle. Toutes les critiques ne se valent pas. Certaines enrichissent et affûtent. D'autres, si on y cède trop facilement, risquent de diluer ce qui fait notre singularité. L'enjeu est d'apprendre à les distinguer, accueillir ce qui renforce, résister à ce qui effacerait. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Les productions commencent à devenir reconnaissables. Un style émerge. Non pas comme le résultat d'un effort conscient, on ne décide pas de se créer un style, mais comme une conséquence naturelle du parcours parcouru. Ce style reflète les expériences passées, les influences intégrées, les choix personnels, la manière unique de voir et d'interpréter le monde. Et ce style n'est pas figé. Il évolue. Il se transforme avec l'expérience, se précise avec la pratique, se densifie avec le temps. La créativité reste un processus dynamique, en perpétuel mouvement. Ce qui caractérise les grands créateurs, c'est précisément cette capacité à rester en mouvement, à ne jamais considérer leur style comme définitivement accompli. Avec la liberté vient le risque de dispersion. On peut multiplier les projets sans en approfondir aucun, sauter d'une idée à l'autre sans jamais aller au fond des choses. L'enthousiasme créatif peut paradoxalement devenir un obstacle si l'on ne parvient pas à le canaliser. Maintenir une direction claire, un fil conducteur, reste essentiel même et surtout dans les moments de plus grande liberté. Il existe un autre danger, plus insidieux, l'excès de confiance. Après les premiers succès, certains cèdent à la tentation de croire qu'ils ont trouvé la formule, qu'ils peuvent se permettre de relâcher l'effort. C'est une illusion dangereuse. L'excellence ne se maintient pas sans travail. La remise en question doit rester constante, non par masochisme, mais parce que c'est précisément ce questionnement permanent qui nourrit la progression. La phase créative permet d'intégrer toutes les compétences acquises. L'individu ne se contente plus de savoir, il sait utiliser, transformer, adapter. Il n'est plus seulement un observateur de son domaine. Il en devient un acteur, un contributeur. Cette étape prépare l'accès à la maîtrise véritable et marque la transition entre compétences avancées et excellence. La créativité n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle est le résultat d'un processus rigoureux que chacun peut traverser, l'apprentissage d'abord, puis l'intériorisation, puis l'expérimentation, et enfin l'expression. Ces étapes ne se court-circuitent pas. Elles se traversent, l'une après l'autre, avec patience et détermination. La maîtrise, au fond, ne se limite pas à l'accumulation de savoir. Elle implique une transformation active, une capacité à produire, à innover, à exprimer une vision qui n'appartient qu'à soi. Et c'est cette transformation-là, profonde et exigeante, qui distingue celui qui sait de celui qui crée. La question que nous pose cette réflexion est donc simple, mais redoutablement exigeante. Suis-je prêt à dépasser l'imitation pour créer quelque chose qui m'appartient réellement? Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.